All right, bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Confrérie de métal. Aujourd'hui, le comeback de Maxime Saint-Onge, Dr. Kin sur le podcast. Maxime, comment ça va? Tu dis, tu dis tout le temps le comeback. Tout le temps. À tous les mois, c'est un comeback mensuel. Comment tu veux que je te OK. présente? Ben, c'est pas un comeback, c'est une apparition régulière mensuellement. Une apparition, le retour. Donc, un Le comeback retour. retour, ça fait la même affaire. Ouais, La c'est ça. capsule de Maxime. On va appeler ça la capsule de Ah Maxime. On se date. ouais, c'est Ça, c'est pas ça. pire. Podcast un peu particulier aujourd'hui, parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Puis j'ai réfléchi un peu à ça cette semaine, puis on s'en parlait un peu avant de commencer le podcast. Puis je voulais vraiment avoir ton opinion là-dessus parce que en santé publique, on a un fléau qui est, entre toi et moi, hautement démotivant, qui est généralement. En fait, je ne sais pas à quel point c'est en santé publique en général, j'argumenterais probablement que oui, en fait, mais définitivement en activité physique, qu'est-ce qui se passe quand on cible des populations? C'est que si tu fais, mettons, des crédits d'impôt pour l'activité physique, pour encourager l'activité physique dans ta population, ça va bénéficier à ceux qui s'entraînent déjà. Dans le fond, fait que souvent, ce qui va se passer, c'est que tu te ramasses à vraiment pas viser les gens que tu veux viser. Puis j'ai l'impression qu'on a un peu cette réalité-là aussi avec les gens qui sont en situation d'obésité en entraînement, où est-ce que c'est définitivement ceux qui bénéficieraient le plus d'intervention dans la plupart des cas, qui auraient le plus de bénéfices de l'intervention. C'est des gens qui sont souvent moins sensibilisés à la valeur du coaching pour eux ou qui ont moins l'intérêt, mettons, de payer pour ça un peu. Puis l'autre affaire aussi qui nécessite une réflexion, je pense, par rapport à ça, c'est que il y a quand même beaucoup de paramètres logistiques ou techniques qui peuvent changer lorsque tu entraînes quelqu'un qui est en situation d'obésité. Puis j'ai l'impression que ça, tu te ramasses à donner une intervention pour la personne qui serait probablement la chose qui bénéficierait. C'est le type de population qui bénéficierait plus de ton intervention. Le risque de blessure est normalement un petit peu plus haut aussi quand tu travailles avec des gens de même à cause que je veux dire, il y a un certain poids, puis souvent, quand tu es en situation d'obésité un peu prononcée, ben, tu as un certain niveau de déconditionnement. Fait que, tu sais, il se passe avec beaucoup d'affaires en même temps qui fait que là, tu veux remettre en shape, tu veux faire beaucoup d'affaires, puis je pense qu'on ne considère pas souvent ça. Puis j'aimerais ça qu'on fasse un podcast là-dessus, sur toutes les composantes un peu plus techniques, logistiques, de comment entraîner des gens en situation d'obésité, parce que je pense que, ça serait très bénéfique pour la plupart d'entre eux. Puis au minimum, pour ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, je pense que ça va permettre d'allumer peut-être un petit peu plus de compassion par rapport à des gens comme ça qui sont dans cette situation-là, parce que le monde ne réalise pas à quel point c'est dur souvent. Puis tu sais, l'exemple que j'ai fait à une cliente hier, j'ai comme dit, tu sais, mets-toi 100 livres sur le dos, puis va courir. Elle faisait des kilomètres, mettons, elle faisait des kilomètres repeat. Là. Puis là, j'ai dit, tu sais, juste te mettre dans cette situation-là, là, mets-toi une veste de 100 livres sur le dos, puis va courir. Là. Comment tu vas trouver ça, tu sais? Puis le monde, ça fesse comme exemple, genre, mais c'est ça qui se passe au niveau articulaire, puis tout. Puis je pense que ça va permettre un peu d'y aller dans ce sens-là. Fait que j'aimerais ça qu'on jase de tout ça aujourd'hui, si ça te va. Oui. Ben, j'aimerais ça juste starter avec un peu en amont de la prise en charge. Des fois, il faut comprendre que quand tu commences à travailler avec la personne, là, il y a une grosse job de stratification du risque, de prise d'information que je trouve de plus en plus, on prend à la légère, on fait vite fait. Puis OK, bon, puis on embarque tout de suite la personne sur quelque chose. Mais tu sais, pourquoi, par exemple, quelqu'un qui va être obèse a des réticences par rapport à l'exercice comme tel? Ben, souvent, il y a un bagage. Là, je te dirais, ça commence à être moins le cas. Mais si tu recules juste dans les écoles primaires, secondaires, il y a 10-15 ans, en éducation physique, c'était très stigmatisant. Puis si tu ne performais pas, c'était humiliant. Fait que c'est difficile d'avoir une approche positive dans la pratique plus 100%. spécifique de l'exercice ou du sport quand tu t'es fait littéralement humilier. Même des fois, ce n'est pas l'intention du prof d'humilier, mais la manière que le cours est conçu, que les 100%. évaluations étaient conçues, c'était humiliant. Il y a Moi, déjà eu un minimum de score au léger navette. Je sais pas si c'est encore le ben, cas, mais dans le temps, c'est ouais, genre. Puis c'était quand même haut le fucking score. Là. C'était le 9e palier, me semble, qu'il fallait que tu passes dans le je temps me quand souviens t'étais plus, jeune. mais ça prenait Ouais, une bonne VO2. Fait ouais. que c'est stigmatisant, c'est tough. Puis, on a la même chose dans d'autres matières. Il y en a qui se sont 100%. fait traumatiser avec les mathématiques. C'est juste que si tu es traumatisé avec un cours de maths, un cours d'anglais, moi, faire une tranche de vie, j'ai été traumatisé par ma prof de musique au secondaire qui était, je vais la qualifier de bip, de folle, écoute, qui m'a fait détester la musique. Moi, tu me demandes d'apprendre la musique, je vais m'évanouir, je vais faire des convulsions, j'haïs ça. Pourtant, c'est quelque chose qui me fascine, mais j'ai eu une mauvaise expérience. Dans la vie, de ne pas aimer faire de la musique ou jouer d'un instrument de musique, tu peux faire une belle vie pareille, tu n'auras pas de problème de santé. Avec l'exercice puis Ouais, l'activité physique, analyse plus, ouais. c'est un peu plus problématique. Fait que ça fait mal. Puis, moi, quand j'ai commencé à enseigner au cégep, j'ai côtoyé quelques profs un moment donné lors d'un genre de simili-congrès. Puis, tu avais encore des profs qui avaient un discours
qui ne réalisaient pas là, que, écoute, si tu n'es pas en forme, tu n'es personne. Tu es un loser, si tu n'es même pas capable de faire. Si tu n'es même pas capable de jouer au badminton, là, si tu es vraiment con. Hey, au Canada, là, qui gagne sa vie en étant bon au badminton? Puis Personne. on s'entend, il n'y a pas plus de sport au Canada ou dans le monde qui crie plus puissance physique que le badminton. Genre. Généralement, quand tu es bon au badminton, tu es très haut dans la hiérarchie sociale québécoise. C'est Mais ça. ton point est vraiment intéressant, sincèrement, aussi là-dedans. Où est-ce que il y a eu définitivement une espèce de stigmatisation. Puis j'ai bien aimé ce que tu as fait aussi, où est-ce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Genre, avec la métaphore de la musique. Puis ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Tu sais. Puis il se passe de quoi aussi? Où est-ce que moi, la plupart de mes clients, c'est du monde qui a eu des expériences de merde dans l'éducation physique. Puis t'es comme, C'est Chris, souvent ça. c'est intéressant, ça, comment on finit Puis, tu là-dedans. sais, faire le lien après ça, mettons, quand tu parles de gestion de poids, tu sais, quand tu regardes d'un déterminant majeur au niveau psychosocial qui caractérise une perte de poids réussie puis un maintien, ben, tu regardes le sentiment de compétence par rapport à sa pratique d'activité physique, de se sentir bon en faisant ça. Fait que si tu regardes, tu sais, au primaire, secondaire, tu t'es fait ramasser, tu as du chemin à faire là, pour rebâtir ça. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va travailler dans l'intervention en entraînement. On va travailler, on va dire, OK, on va travailler ta VO2, travailler ta force, ouais, mais émotivement, puis je ne veux pas rentrer sur le terrain, là, sur le turf des psychologues, mais tu sais, il faut que quand tu élabores ta planification d'entraînement, tu sois conscient, il faut que tu amènes la personne à se sentir bonne. Ah ouais. Les paramètres d'entraînement sont pas aussi critique. importants que comment la personne se sent dans le workout. C'est comme, faut qu'elle fasse du squat, du deadlift ou des affaires de même, puis t'es comme, non, faut qu'elle aime ça, qu'elle ait envie de faire, puis ça va principalement passer de si elle se trouve bonne. Fait que ça, c'est bon, ça. ton point, ouais. Tu sais, ça, je pense que c'est important à considérer parce que c'est pas tout le monde, là, puis on est quand même dans un stéréotype, mais moi, j'en ai côtoyé beaucoup de gens que, écoute, au primaire, au secondaire, ça a été difficile, puis je le vois avec ma fille là, à l'école. Il y a encore des relents de ça. J'ai une petite fille qui est obèse là, en tête, là, que, écoute, elle se fait niaiser sans cours d'école. Parce qu'elle n'est pas bonne, parce qu'elle a de la misère au ballon au poire, parce que, c'est plate, mais c'est encore là. Ouais. Ton point est vraiment intéressant, sincèrement. L'idée qu'il faut starter avec ça, c'est une nuance principale que tu n'aurais peut-être pas besoin de starter, ou peut-être pas, mais moins besoin de starter avec des populations non obèses, appelons ça comme ça, mettons. Fait que ça, c'est bon, sincèrement, j'aime bien ça. Fait que, mettons, toi puis moi, que ça a bien été dans les cours d'éducation physique, puis qu'on avait du fun, d'aller jouer à la balle, on se dit, nous autres, d'aller jouer à la balle, on est capable d'avoir du fun. Ben, quelqu'un qui s'est fait niaiser pendant tous ses cours d'éducation physique, aller jouer à la balle, ça se peut que ce soit une autre opportunité pour se ridiculiser. Fait que c'est pas sûr qu'il va dire oui. Je sais pas si tu me niaises en ce moment. Ou, OK, ouais, parce que moi, j'ai passé la plupart de mon enfance en obésité morbide, moi, là. Toi, tu étais un late bloomer. Hey, Chris, moi, je faisais rire. Moi, j'étais le dernier prix d'un cours d'éduc tout le temps, là. Genre, moi, j'ai pas de bonne expérience en sport de groupe. Puis encore aujourd'hui, il y a de quoi d'intéressant qui, en grandissant, j'en ai eu rien à chier des sports de groupe, parce que j'étais allé plus en sport individuel anyway. Mais genre, encore aujourd'hui, j'ai une réticence à faire des sports de groupe, entre autres parce que j'ai aucun contrôle moteur. Genre. Moi, je suis fort puis je suis endurant, pas mal juste ça. Genre, si tu mets dans une ambiance de sport, je serais pas bon. Genre, OK, je bench 300. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça dans un court, dans une cour de soccer? Ben, c'est ça. Vous bencher. T'es comme, ouais, non. C'est ça. Fait que, tu vas avoir une réticence. Si je te dis, on s'en va jouer à la balle, une gang de chums, pas sûr que tu vas aller faire cette activité physique-là avec nous autres. Si tu as du lavage à faire, tu vas faire ton lavage à la place. Moi, c'est surtout que c'est à Montréal, puis j'aime pas ça me baigner dans le smog, là, je te dirais. C'est surtout ces deux affaires-là. C'est ça. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Pour les nouveaux sur le podcast, toutes les occasions sont bonnes pour niaiser Maxime parce que le fait qu'il vient de Montréal. Ça, c'est vraiment intéressant. J'habite à Montréal, j'ai rien contre Montréal, mais c'était trop facile. Écoute, puis je vais te relancer avec une joke aussi. Pour les nouveaux sur le podcast, tu penses encore que tu vas agrandir ton auditoire? À part ta mère, ton père, ma mère, mon père, mon frère, peut-être, on a fait le tour. Là. C'était sauvage, c'était drôle, ça. C'était bon. Mais ouais, ça pour dire l'entraînement des gens en situation d'obésité. C'est quand même une bonne nuance. Y a-t-il d'autres points que tu penses comme ça, outre l'aspect plus, je pense qu'on pourrait rentrer ça en caractère motivationnel, là, mais outre ça, mettons. Ben, tu sais, moi,
comme tu sais, je te disais, je pense que la phase initiale de la prise en charge de l'entraînement est fortement négligée. Là. Tu sais, moi, je trouve que c'est super important de faire une bonne stratification du risque. Ça se fait presque plus. Tu sais, il y en a qui travaillent encore avec le vieux QAP, ce qui est correct, mais qui ne regardent même pas les réponses. Tu sais, c'est juste une formalité parce qu'ils pensent que légalement, ils sont corrects parce que la personne a coché, alors que c'est absolument pas, ça n'a pas de valeur légale, ça n'a pas de poids, ça n'a pas, mais bon, bref, peu importe, mais la phase initiale est super importante, ne serait-ce que pour que la personne se sente écoutée. Ça, c'est important, parce qu'il faut vraiment s'intéresser à elle, à son bagage, puis à être capable de cartographier un petit peu c'est quoi sa vie, c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points moins forts, pour être capable de travailler avec ça. 100%, ouais. Parce qu'au niveau de l'entraînement, c'est assez simple dans le sens que c'est la même chose qu'avec des athlètes. C'est pareil. C'est le principe qui va dominer, c'est la surcharge progressive. Ouais, mais l'application va quand même varier un peu, moi j'argumenterais. C'est juste que il y a déjà une surcharge imposée qui est plus importante que l'athlète qui commence. Quand tu vas courir mécaniquement, il y a déjà à chaque pas, à chaque foulée, un stress mécanique qui est plus important que si l'athlète l'avait déjà en partant, probablement qu'il se blesserait aussi avec l'entraînement qu'il fait. Fait que, c'est ça qu'il faut considérer. Quand tu disais la veste lestée de 100 livres, de vivre ça, ça illustre que la surcharge de travail, elle est importante. Et ce sont des gens habituellement qui excellent dans les tâches qui vont meubler leur quotidien. Fait que ce qu'ils vont faire, aller faire l'épicerie, aller faire le ménage chez eux, les activités physiques du quotidien qu'ils font, ils vont être bons à les faire avec leur surcharge, mais dès que ça va dépasser un petit peu, c'est là que ça devient difficile. Fait que je donne un exemple, quelqu'un qui reste au 2e étage, une personne obèse qui reste au 2e étage, monter ses étages, elle va devenir très bonne pour faire ses 2 étages. Tu lui demandes d'en faire un 3e, c'est là que c'est une surcharge qui est très importante. Parce que l'étage, si c'est un demi-étage, peut-être ça irait, mais un full étage, c'est une grosse surcharge. C'est cette progression-là qui est difficile. Puis on en avait déjà parlé sur le podcast, qui est une erreur que moi j'ai faite avec des gens qui étaient en situation d'obésité aussi, qu'on veut justement remettre en shape. C'est quand tu es entraîneur, essentiellement, ce que tu veux, c'est des guidelines. Là. Tu veux des points formes de quoi faire, tu veux un système ou de quoi de même. Puis un de ces points formes-là, qui est probablement pas tant science-based d'ailleurs, mais qui était ce que le monde disait beaucoup dans ce temps-là, c'était de monter les pas en premier. Tu vas juste faire plus de pas, fais du cardio continu, fais des petites affaires de même dans la vie, ça va être plus soft sur le corps de marcher plus que de commencer à courir ou faire des affaires de même. Tu prends quelqu'un qui est à 2000 pas, tu leur jack à 7500, même si c'est pas une si grosse augmentation en absolu, on s'entend, là, c'est énorme pour quelqu'un qui a 100 livres, 150 livres over. Là. Puis tu sais, vas-y, excuse. Prends quelqu'un qui court 20 km de volume, monte-le à 75. C'est monstrueux, là. Ah ouais. Tu sais, c'est la même chose. Tu passes de 2000 à 7500. On a cette impression-là qu'ils vont juste commencer par la marche puis que tout va être good sans nécessairement considérer ça aussi. Fait que là, ils se ramassent à faire des hauts jumps. Puis il y en a qui le passent, là, ça ne veut pas dire que tu ne le toléreras pas, mais tu sais, il y a une réelle stratégie en endurance qui est malheureusement l'option de beaucoup de coachs, on appelle ça le truc de la caisse d'œuf. Tu prends une caisse d'œuf, tu la lances sur le mur. Là. Il y a tout le temps un œuf qui ne pètera pas. Là. Il y en a tout le temps un dans la gang qui ne va pas péter, mais c'est peut-être pas ça le meilleur protocole d'entraînement non plus. T'sais. Mais c'est grâce à toi qu'il n'a pas pété. Exact. Ouais. C'est ça qu'ils se disent. Mais il y a beaucoup d'affaires. Je te dirais, l'entraînement, particulièrement en endurance, j'ai l'impression que c'est juste, m'a t'écrasé de volume, puis si jamais tu te blesses, c'est de ta faute, dans le fond. C'est souvent généralement ça qui va se passer. Mais si ça, tu survis, c'est parce que t'es bon. Ouais, exact, c'est ça, c'est une autre affaire. Puis tu as tout le temps quelqu'un qui est capable de tolérer des quantités déraisonnables de volume. Tu as tout le temps quelqu'un qui. J'en avais un en powerlift, qu'il n'y avait pas de cap. Il rentrait toutes ses charges, ses affaires. Dès que je commençais à faire l'intensité un peu, ça brassait un petit peu plus. Là, dès qu'on commençait à descendre les reps un peu. Mais en termes de volume, il n'y avait pas de fond. Il était tout le temps capable, ça allait vraiment bien. Mais tu sais, c'est pas la norme. Là. C'est pas normal, ça. Puis tu te ramasses un peu à avoir ça, genre, je pense, avec des gens se sont blessés, où est-ce que là, on monte les pas, on monte les affaires en pensant que ça va être moins pire, mais on ne réalise pas la quantification de l'effort que ça demande de plus. Ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est définitivement l'autre point, où est-ce que, tu sais, particulièrement dans l'inconscient collectif de la perte de gras, je pense, dans le monde de l'entraînement, on a beaucoup, beaucoup plus d'études qui sont faites sur des protocoles par intervalle. On a beaucoup plus. Fait que le monde associe beaucoup entraînement par intervalle à perte de gras. Puis souvent, lorsque tu fais des études sur la perte de gras, ben, sans surprise, tu vas prendre du monde qui ont plus de poids à perdre. C'est ça le concept de l'étude, c'est la population cible. Puis quand tu prends des gens qui sont en situation d'obésité assez avancée,
le monde ne réalise pas qu'on fait faire beaucoup d'intervalles à cause qu'on n'a pas vraiment le choix de faire des Mhm. intervalles. Ou est-ce que si tu le fais faire 4-5 fois 30 minutes de course, ils vont juste se blesser. Fait que c'est pas Ouais, nécessairement que le protocole étant supérieur, c'est juste que logistiquement, c'est pas mal ta seule option. il est Puis ça, faisable. exact, c'est ça, c'est la seule chose qui est faisable. Tu sais. Puis c'est là que tu te ramasses à avoir quand même un espèce de biais dans l'inconscience collective de ce que le monde pense qu'il doit faire. Tu sais, tu dis perte de gras niveau training, le monde assume que tu dois faire quasiment automatiquement d'entraînement par intervalle. Puis no joke, je pense que ça a de la valeur de faire de l'entraînement par intervalle pour la perte de gras. Entre autres, quand ta to-do list, ça commence à être longue, en perte de gras, checker tes affaires, checker tes trucs. Des fois, de shorter un peu le training, je pense que ça a un plus-value considérable. Puis, tu sais, anyway, ça, c'est une autre conversation, mais ça, je pense que c'est une différence qui est assez majeure. Là. Ouais, puis tu sais, moi, je trouve l'erreur qu'on va faire beaucoup avec une personne, par exemple, une personne obèse qui commence à s'entraîner, c'est qu'on va chercher absolument à fixer comme objectif la perte de poids, perte du gras, ou encore Exact. augmenter la masse musculaire. Tu sais, là, ça, c'est le classique qu'on entend. Là. On va s'entraîner pour brûler du gras ou on va s'entraîner pour augmenter la masse musculaire parce qu'on brûle plus de calories quand on a plus de muscles. Bon. Mais tu sais, à l'entraînement, là, ils vont brûler quelques grammes de gras, là. Tu sais, peu importe le protocole que tu fais, là, du continu, des intervalles, etc., là, on parle de grammes. C'est ça l'ordre de grandeur. Là, tu sais. Fait que moi, je trouve qu'on devrait complètement shifter ça. Tu sais, une personne qui arrive, on ne devrait pas l'entraîner pour qu'elle perde du poids. On devrait l'entraîner, ben, il faut qu'elle améliore sa VO2 max parce qu'elle a un gros châssis à traîner. Fait que ça y prend un gros moteur, ça va être capable de traîner. 100%. C'est clair que la VO2 max est à travailler. Puis ce qui est difficile, c'est, je vais donner l'exemple, dans mon projet de doc, là, c'est avec des femmes obèses post-ménopausées. La capacité aérobie absolue en litres par minute de certaines dames était plus élevée que la mienne. Ouais. C'était des dames qui ne s'entraînaient pas. Fait que, moi, là, dans le temps, là, je courais des marathons. Là. Fait que la madame, elle a un plus gros moteur que moi qui est capable de courir un marathon. Mettons, j'étais capable de le cloquer en 4 heures. Ben, correct, c'est pas un temps wow, mais tu sais, ça prend quand même un minimum de VO2. C'est quand même Mais elle a capable un de faire un marathon. Moteur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle a un plus gros moteur que moi. Fait que tu sais, pour l'entraîner, c'est de la job. Parce que si moi je m'entraîne et je ne suis pas capable, avec les entraînements que je fais, augmenter la grosseur de mon moteur, ben elle, en faisant le même entraînement, les chansons, elle ne devrait pas plus progresser. Fait que c'est là que c'est tough, puis qu'on a tendance à infantiliser un peu ou à les traiter de débutants, alors que si, mettons, tu fais juste un test de marche pour déterminer la capacité aérobie, puis tu regardes, sa VO2 est à combien en litres par minute? Ouais. Le monde s'attend des fois à une personne obèse, ça va être à 1 litre, 1 litre et demi. Colin, 3,5, 3,75 litres par minute de VO2. Exact, ouais. C'est gros là, comme moteur. OK, ben, il y a 175 kilos là, qu'on a entraîné. C'est ça qui ralentit. Et j'avais cette conversation. Vas-y, excuse ce que tu disais. Non, vas-y. J'allais dire, j'avais cette conversation-là avec une nutritionniste, mettons, qui est. Quand on jasait tout justement de VO2, puis je disais, tu sais, le VO2, là, on parle de cap. Là, je parle même pas de poids. Je parle pas de poids, je parle pas d'entraînement, je parle pas de rien. Je parle de capacité aérobie, qui est un des prédicteurs les plus validés dans la littérature scientifique sur l'espérance de vie puis sur la diminution du risque de mortalité, toutes causes confondues. C'est genre, honnêtement, s'il y avait une panacée médicale d'une quelconque manière, ce serait probablement le VO2 puis peut-être la force de préhension. Là. Mais tu sais, il y a pas de quoi choisir. Vas-y avec la VO2. Il y a bien des études qui montrent que le VO2 est un meilleur prédicteur de la tension artérielle systolique. Qui est un sale prédicteur. C'est vraiment, vraiment puissant comme prédicteur. Mais anyway, ça, c'est une autre conversation. Puis, tu sais, le VO2, on l'exprime, comme tu dis, on peut l'exprimer en absolu. C'est quelque chose qu'on peut faire. Mais ça n'a à peu près aucune valeur terrain. Ça n'a à peu près aucune valeur clinique de l'exprimer en absolu. Parce que le VO2, on le divise par le nombre de poids corporel. Le nombre de livres de poids corporel. Ben, 100 kilos, en fait. C'est le nombre de kilogrammes de poids corporel. Fait que, tu sais. Bienvenue dans le système métrique. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si tu as un poids élevé, puis que ton prédicteur de santé numéro 1 divise par le poids élevé, il faut que ton VO2 il soit plus haut, pas plus bas. Fait que ton niveau de conditionnement physique est plus important pour avoir un VO2 correct parce qu'il va être divisé par ton poids. Exact. Puis c'est ça que le monde ne comprenne pas dans un affaire de même. Puis là, c'est même pas une question de poids, c'est même pas une question d'obésité, c'est une question de rien. Puis là, ça, c'est un énorme enjeu. C'est un énorme enjeu où est-ce que tu n'as pas beaucoup de monde qui sont en situation d'obésité, appelons ça morbide ou disons morbide, qui ont des bonnes capacités aérobiques. C'est l'écrasante minorité. Puis tu sais, même le phénomène du fat and fit, où est-ce que le monde dit, ouais, c'est possible d'être en santé puis d'être en surpoids prononcé. Dans la littérature scientifique, oui, on sait que c'est des cas répertoriés, on sait que c'est des affaires qui existent. On ne sait toujours pas comment ça évolue dans le temps tant que ça.
On ne sait pas si c'est un état qui est Mhm. maintenable ou si c'est un état qui est transitoire. Puis on ne sait toujours pas aussi à quel point, là, on parle juste de santé, puis il y a une grosse partie de ça qui est comment tu mesures la santé. Est-ce qu'on parle de juste avoir un bilan sanguin qui est correct dans le moment actuel ou on parle des chances de développer des comorbidités ou des problèmes à long terme? C'est pas la même affaire. Puis l'autre affaire, c'est que il y a des enjeux musculo-squelettiques à traîner du poids aussi. Là. Puis Ouais. c'est quelque chose qui est quand même important aussi qu'on le considère dans une affaire de même, je pense. C'est comme le VO2, c'est quelque chose qui est important, qui là, on part avec une certaine prise où est-ce que justement, tu as beaucoup de poids que tu traînes, il faut que ton corps soit capable de traîner ce poids-là. Puis ça, c'est une priorité d'intervention de manière débattable, probablement plus importante que la perte de poids en soi. Puis, honnêtement, c'est quand même pas mal lié. Là. Genre, tu vas te ramasser dans une situation où est-ce que la personne, elle sera probablement pas capable de perdre de poids à cause que son VO2 est plus bas. Là, Mais tu sais, si on regarde là, la VO2 absolue, c'est intéressant pour voir si le moteur s'améliore. Ouais. Parce que justement, la personne est en processus de perte de poids. Si elle perd du poids, ça se peut que la VO2 relative, elle monte, mais sans que le moteur soit meilleur. Idéalement, ce que tu veux, c'est que les deux montent. Que le moteur soit meilleur en litres par minute, puis que la VO2 mais la relative performance va aussi. quand même être supérieure pareil. Là, Oui, on veut ça. Ce qui va être vraiment important, on regarde là, homme-femme, là, entre 30 et 35 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids par minute. Là, c'est pas mal le threshold. Si ta VO2 est en bas de ça, ta capacité aérobie devient un facteur de risque. Elle ne te protège plus, elle augmente ton risque de mortalité. On a-tu défini VO2 max? Je pense qu'on n'a pas défini VO2 max. On a été des mauvais garçons. Définition VO2 max, Maxime, en 3 points. Go. C'est la consommation maximale d'oxygène, c'est-à-dire que lorsqu'on va activer une majorité de cellules musculaires, ben, c'est quoi la quantité d'oxygène qu'elles sont capables d'extraire le plus? Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Fait que plus tu as une grande quantité de cellules qui consomment beaucoup d'oxygène, ben, plus ta consommation d'oxygène va être importante. J'allais dire ça, c'est pour le monde intelligent comme Maxime, pour le monde comme moi, essentiellement. Moi, j'aime bien ça l'expliquer avec la grosseur du moteur, essentiellement. C'est genre, plus que tu as un gros VO2, c'est ta métaphore du moteur, là, c'est genre, plus que tu as un gros VO2, plus que ton moteur il est gros dans ton char, fait que plus que tu es capable de pousser du gaz, mettons. Le gaz, dans ce cas-ci, est constant. C'est ça mon explication plus simpliste, un peu de tout. C'est tout à fait ça. Qui est ton explication, en fait, si je ne me trompe pas. Je pense que je te l'ai volé. Ah, ça se peut. Ouais, mais anyway, c'est ça pour dire. Je suis dans le partage, là, c'est comme mais ouais, ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis, t'avais-tu fini sur ça? Parce que j'aurais un ben, c'est ça, juste si tu regardes, mettons, tu fais un test de marche, puis le résultat, ça te dit que tu as 25 de VO2, ben, tu sais, ça peut être un objectif intéressant de dire, moi, j'aimerais ça augmenter à 30 ou à 35 éventuellement. Puis après ça, c'est de voir ben, comment on y arrive, qu'est-ce qu'on fait. Mais tu sais, ça serait intéressant minimalement parce que là, à partir de cette valeur-là, aux alentours de ces valeurs-là, c'est que la capacité aérobie devient un élément positif. Donc, ça a un effet protecteur. Donc, c'est là que c'est super intéressant. Fait que, quand tu disais le fat and fit, si on a une personne obèse qui a une capacité aérobie à 55 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids, ben, sa VO2 est plus haute que la mienne. Puis sa VO2, il confère plus de protection pour sa santé que la mienne peut m'en conférer. Fait que c'est super bien, là, tu sais. Fait que, c'est pour ça que on parle de VO2, ben, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis dans l'entraînement comme tel d'une personne obèse, mais c'est juste que, je reviens avec la surcharge. Ils ont souvent des gros moteurs en litres par minute. Fait que la surcharge qu'on doit appliquer pour que ça progresse, ben, tu as parlé du musculo-squelettique, c'est là que ça risque de ne pas supporter. Exact. C'est ça qui devient plus difficile. Fait que de là, ben là, la préparation en musculation, ben, elle devient importante. Puis j'ajouterais pas pour augmenter la masse musculaire. On peut-tu arrêter ça, s'il vous plaît? Parce que plus tu augmentes la masse musculaire, plus ça stimule l'appétit. Puis une personne obèse, elle en a assez de masse musculaire pour ne pas dire qu'elle peut en perdre et c'est aucun problème. Ouais, c'était mon point. C'était mon 4e point, ça. C'est un très bon argument. Puis je pense que c'est une différence majeure aussi qu'on a. Le monde, il ne réalise pas. Dans le monde du fitness, dans le monde de la shape, appelons ça shape transformation physique. Là, l'image est faite. Là. Perdre du muscle, c'est pas compliqué. Si tu fais de perdre de gras ou de cote, tu veux perdre le plus, tu veux garder le plus de muscle possible parce que ton objectif, c'est un objectif de physique. Tu veux garder le plus. Tu ne garderas jamais 100% de ta masse musculaire. Mais tu veux en garder le plus possible. C'est vraiment, vraiment important si tu as un objectif de physique. Si tu pèses 350 livres et que tu as des jambes qui sont capables de supporter 350 livres, tu as d'excellents mollets et tu as d'excellents quadriceps, mon homme. Si tu baisses ton poids à 275,
as-tu encore besoin d'avoir une masse musculaire qui te permet de déplacer 350 livres? Probablement pas tant, genre, tu Exact. sais, puis je pense que ça, exactement ce que tu dis, c'est bon. L'affaire de l'appétit, je ne savais sincèrement pas. Ça, c'est vraiment, vraiment un bon point. La masse musculaire, c'est un des plus puissants stimulants de l'appétit. OK, ben, je ne savais pas, puis ça, c'est intéressant parce que ça ouvre aussi d'autres conversations pour la perte de gras en général, je te dirais. Mais tu sais, c'est un contraste majeur, ça. C'est pas grave s'ils perdent du muscle. Puis là, tout ce qui Vas-y, excuse, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais vas-y. J'allais dire, tout ce qui découle de ça devient obsolète. T'sais, dans le monde de l'entraînement, c'est tout le temps perte de gras, protéines. T'sais, tu veux avoir un nombre de grammes de protéines pour garder au max ta rétention de masse musculaire ou tes affaires de même. Ben là, c'est pas la fin du monde, les gars, si vous n'êtes pas à 0,8 ou à 1 gramme par livre de poids de corps. Des gars, même, on pourrait argumenter que c'est probablement contre-productif parce que si ta personne est en train de manger ces grammes de protéines, il n'y a pas grand monde qui sont enchantés de manger du poulet. T'sais, fait que tu es en train de prendre des calories qui pourraient être mises sur des aliments plus plaisir, qui vont favoriser ton intervention peut-être à long terme, Ouais. puis les mettre sur des affaires qui, entre toi et moi, si jamais vous pensez que c'est le fun d'être un bodybuilder, pognez-vous 200 grammes de protéines dans une journée déjà, puis mangez ça pendant une semaine. Vous allez vous rendre compte à quel point la vie est misérable. C'est pas le fun. Puis ça, c'est la recommandation numéro 1 de la plupart des coachs d'entraînement. 1 gramme par livre de poids de corps. Intéressant. Oui, ils vont miser sur l'aspect satiété, etc. Essayer de couper la faim, c'est correct, mais la faim est là pour une raison. Là. Surtout quand tu t'entraînes pour améliorer des qualités. Puis là, puis je ne dis pas que la masse musculaire n'est pas importante. La masse musculaire est importante. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai eu une athlète qui est allée au Arnold puis qui avait à peu près 32, mettons, de mémoire, 32 kilos de masse musculaire. OK? J'ai Claudette dans mon projet de doc, dans la soixantaine, qui avait 40 quelques kilos de masse musculaire. Pas d'entraînement. Tu sais, fait que tu te dis, bah, les deux avaient la même grandeur. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la compétition que Maxime vient de parler, c'est le plus haut niveau de compétition, pas mal mondial. Il y en a deux. Il y a l'Olympia et l'Arnold. C'est à peu près ça. La fille qui gagne, pas en bodybuilding, mettons en figure, qui est musclée quand même pas mal, là, la fille qui va gagner le Olympia ou le Arnold, écoute, pour une fille de 1,66 m va avoir à peu près, moi je dirais peut-être un 35-36 kilos de masse musculaire à peu près, là, vite. Là. Fait que c'est le 3/4 de Claudette, dans le fond. Claudette, là, 44. C'est comme. Fait que stresse pas. Si tu es une personne en situation d'obésité, stresse pas, dire shit, il faut que je maintienne ma masse musculaire. Il y a d'autres affaires à penser que ça. Puis l'entraînement en musculation, par contre, ça, c'est l'inverse. Moi, je vais souvent avoir des gens, mettons, que ce soit un joueur de hockey ou quelque chose, on est rendu à un point où il faut gagner de la masse musculaire parce que c'est ça qui limite le gain de force et de puissance. Ouais. Fait que là, il faut faire de l'hypertrophie. C'est bien maudit. On n'a pas le choix. Il faut that's it. Là, où je pense dans des sports de combat, il y a des catégories de poids. Si tu veux puncher plus fort, là, on a topé ce que le muscle comme tel est capable de faire. Il faut augmenter sa surface. On est pogné. Là, on l'a, la surface musculaire. On les a, les sarcomères. Fait que la job, c'est surtout de bien utiliser les muscles. Fait que, l'entraînement en force devient beaucoup plus intéressant qu'un entraînement en hypertrophie ou qu'un entraînement en endurance musculaire locale. Ouais. Préparer quelqu'un à travailler en force, ça peut être intéressant. Et la distinction, après ça, je te laisse parler. Et la distinction, c'est... Je vais juste jouer avec mes mains, sincèrement. OK. Il va y avoir une grosse distinction entre les membres inférieurs et les membres supérieurs chez les personnes obèses. Ils vont être beaucoup plus rapides à faire un entraînement en force pour les membres inférieurs puis bien le gérer, bien le tolérer que pour les membres supérieurs. Fait que si dans le programme, tu prescris de façon uniforme, ben là, notre squat, on va faire du 6 RM. Mais ça se peut qu'un 6 RM, là, la personne en situation d'obésité qui ne s'est jamais entraînée, elle le tolère. Ouais. Parce que quand elle descend des marches d'escalier, elle a 2,5 fois à peu près son poids sur une jambe. Fait que ça se peut qu'elle tolère du 6 RM sur un leg press. Par contre, du 6 RM sur un shoulder press, ça se peut qu'elle ne tolère pas pantoute. Parce qu'il n'y a pas le même niveau de surcharge, il n'y a pas le même niveau d'impact. Fait que tu deviens avoir des entraînements qui sont vraiment différents pour le haut du corps et le bas du corps. Puis tu sais, c'est quelque chose, j'ai bien aimé l'utilisation du terme toléré, parce que c'est 100% que c'est ça l'entraînement en général. C'est comme, tu sais, c'est pour ça que tu pourrais avoir le même programme pareil pour deux personnes. Il y en a un qui soit optimal, puis il y en a un qui soit vraiment pas idéal. Tu sais, pas en tout. Tu sais, tu peux avoir le même training, puis là, tu fais juste monter les sets de certaines affaires, fait que tu fais plus de ci, moins de ça.
Tu as le même training, même exercice, mais là, il y en a qui passent pour l'autre, puis là, il ne marche plus, tu sais. Fait que cette notion-là est vraiment, vraiment importante, l'idée de tolérer, parce que c'est tout le temps ça. Puis c'est ça l'enjeu principal, je pense, avec l'entraînement de la personne obèse, c'est que le monde ne réalise pas que la tolérance ne sera pas la même, ou que le start n'est pas le même, tu sais. Puis juste une métaphore sur ce que tu as dit, parce que j'étais en formation pour l'entraînement en force chez les athlètes d'endurance récemment. Puis le formateur, il disait genre, il n'y a pas de lien entre la quantité de masse musculaire et la force. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est exactement pour cette raison-là qu'il y a des catégories de poids dans à peu près toutes les. Mais j'étais comme, voyons, Chris, c'est quoi cet argument-là? T'es comme, sinon, il y a. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Lecture suggérée. Ouais, pour ceux qui sont sur le podcast, Maxime vient de monter un livre de physiologie qui s'appelle La force dans le sport. Mais tu sais, t'es comme, il y a une raison pour laquelle, genre, il y a des catégories de poids en sport de combat. Il y a une raison pour laquelle il y a des catégories de poids en sport de force. Puis, tu sais, en tout cas, puis c'est même en sport. Puis ça, c'est un enjeu, je pense, avec toute l'idée du genre un peu, puis tous les hommes peuvent se sentir comme des femmes, toute cette affaire-là, où est-ce que, tu sais, les répercussions sociétales, j'en ai pas, sincèrement. Pas vrai, le monde font ce qu'ils veulent. C'est vraiment ça, mon opinion. En sport de force, quand tu prends un homme biologique ou en sport de combat, parce que c'est plus peut-être marqué comme exemple, tu prends un sport biologique, puis un homme biologique, puis tu t'en vas se battre contre des femmes, la force de frappe n'est pas la même, là. La force de frappe est vraiment, vraiment pas la même. Puis ça, je pense que c'est un enjeu dans différentes affaires. Mais encore là, ça, c'est pas tant en lien avec le sujet. Juste une petite parenthèse. Si tu regardes du hockey féminin pas de contact versus du hockey féminin avec contact, pas de contact, là. Moi, j'ai vu des équipes de filles jouer contre des équipes de gars de niveau similaire et des filles torcher les gars parce qu'il n'y avait pas de contact. Ouais. Lorsque tu as rentré les mises en échec puis le jeu plus robuste, complètement déclassé. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis sûr que oui. J'en ai des filles qui jouent haut niveau en ringuette puis en deck, sincèrement, en deck hockey. Puis les filles sont incroyables. Genre, ils sont vraiment, vraiment bonnes. Puis t'es comme, OK, ils pourraient probablement jouer contre les gars au plus haut niveau. Dès qu'ils se font, même s'ils sont moins puissantes en absolu, qu'ils sont capables de générer plus de force, pas mal sûr qu'ils seraient compétitifs. Si tu rembarques l'aspect violence physique, là, tu es dans une autre conversation. Ce qu'on pourrait probablement débattre, pourquoi? Pourquoi vous vous frappez en hockey, maudite merde? Si vous avez envie de vous taper sa gueule, il existe des sports de tout ça. C'est savant. Ouais, je sais, c'est un sport spectacle, mais ça reste genre. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me gosse avec tous ces sports-là où est-ce que le monde sont comme frappez-vous, mais t'es comme. Tu sais, c'est genre jouer au hockey, là. Tu sais, en tout cas, bref, ça par rapport. Ça, c'est vraiment une métaphore de vieux monsieur fâché, là, je te dirais. Mais il arrête même pas. Il nie même pas avec ça. Il est comme, ouais, 100%. Mais anyway, c'est ça pour dire. Tout ça pour dire. Fait que ça, c'est quand même une nuance qui est quand même importante, je pense, là-dedans, avec l'idée de la masse musculaire, l'idée de l'appétit aussi. Y a-tu d'autres nuances que toi, tu peux amener sur. Ben, l'autre chose, c'est la récupération ne sera pas pareille. Pour les mêmes raisons que pour les membres inférieurs, pour la force, ils ont un niveau de tolérance plus grand. Sauf que si dans leur quotidien, ils ont à descendre beaucoup de marches d'escalier, la récupération va être plus difficile. Fait que, puis c'est là que ça devient difficile, surtout pour le travail des membres inférieurs. C'est que tu dis on veut augmenter le nombre de pas quotidiennement ou le nombre de minutes d'activité physique parce que c'est un des marqueurs importants de la santé, puis c'est un déterminant de la perte de poids. Fait que, good, on veut augmenter ça. Mais si tu augmentes l'activité physique, puis surtout de l'activité physique en surcharge, donc ces deux jambes, donc principalement, tu augmentes tes activités de locomotion, mais tu te ramasses à avoir des jambes qui vont peut-être avoir besoin d'un 3 jours, 4 jours pour récupérer leur entraînement en force. Parce que le quotidien de chaque personne, ben, c'est comme des micro-séances d'entraînement en force. Fait qu'autant dans une séance d'entraînement, ils sont bons pour en prendre, ben, il va peut-être falloir espacer davantage les séances d'entraînement de force que pour un athlète. Pas parce que la personne obèse est moins bonne, mais parce qu'elle a plus de surcharge dans sa phase de récupération. Puis c'est ça l'opposition un peu. C'est tu veux qu'elle bouge plus dans le quotidien, mais c'est une charge de travail importante, bouger plus. Fait que, il faut que tu modères, il faut que tu fasses des changements subtils. Tu ne passes pas, comme tu disais, un 2500 pas à 7000 pas. Ben, si tu fais ça, ben, tu vas divertir beaucoup de ressources vers ça que tu as pu pour la récupération ou pour l'entraînement en force. Puis, comme entraîneur, on a souvent tendance à dire, OK, là, 10 000 pas par jour, tu vas t'entraîner 5 jours cette semaine, on va faire de la force, on va faire ci, ça va être super bon. La personne est brûlée, puis on dit, Caroline, qui ne sont pas en shape, les gros.
Ben, pas en tout. Ouais. Ce que tu lui as demandé, ton meilleur athlète, après 3 jours, il est parti, c'est fini. Lui, il a fait la semaine. Exact. Calvaire, c'est solide. Puis tu lui demandes d'augmenter la semaine suivante. C'est vraiment intéressant. Puis là, première affaire, j'ai pris une note sur mon ordinateur pour faire du pouce là-dessus, qui, en ce moment, je me rends compte, est probablement une horrible idée parce que tout le monde sur le podcast m'a probablement entendu tapoter. Ça devait être horriblement tannant. Désolé pour tout le monde sur l'audio, je vais prendre une note avec mon crayon. Mais je trouvais ça vraiment important, ce que tu as dit, sincèrement. L'idée du... Puis ça, c'est comme fuck, c'est bon, ça, parce que à partir du moment où est-ce que tu amènes ça, ça change complètement ton intervention. Où est-ce que la récupération va se ramasser à être hypothéquée. Tu sais, t'es comme. Puis c'est hot parce que c'est un cadre 100% opposé à tout ce qu'on entend comme recommandation traditionnelle. 10 000 pas à tous les jours. T'es comme, non, ça, c'est le worst case scénario, là. C'est exactement pas ça qu'on veut, genre. Puis c'est hot parce que ça change considérablement dans ça. Puis j'étais comme, fuck, c'est vrai, dans le fond, c'est vraiment, vraiment bon. Puis l'idée aussi du split, je pense que ça l'ouvre aussi une bonne porte qui est. On s'entend, là, on est dans une ère d'abondance d'informations. Je pense en entraînement, dans probablement tous les domaines, mais ça donne que je suis dans le monde de l'entraînement. Mais tu sais, en entraînement, il y a une abondance d'informations. Puis ça vient souvent que le monde a tellement d'options, puis ont tellement d'affaires qu'ils se ramassent à ne pas savoir quoi faire. Puis ça l'amène surtout une très, très mauvaise priorisation. Puis tu le vois avec tous les types de populations en entraînement. Où est-ce que le monde sont juste tellement bombardés de tout doux, de nouveaux exercices, de nouvelles méthodes, de nouvelles interventions, qui se ramassent à faire tellement d'affaires en même temps que il n'y a rien qui progresse, puis il n'y a rien qui s'en va dans ce sens-là. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est accentué lorsque tu te ramasses avec des populations en situation d'obésité, parce qu'on s'entend, la to-do list est quand même importante. Il y a beaucoup d'affaires à faire. Là. Elle est longue. Là. Il faut potentiellement tu perds du poids, potentiellement tu attaques ton alimentation, potentiellement qu'il va falloir, en fait, pas potentiellement, il va falloir que tu augmentes ton VO2 dans à peu près tous les cas, il va probablement falloir que tu fasses de la muscu. C'est comme ça fait une bonne liste d'épiceries. Puis j'ai l'impression que le monde se ramasse à tellement essayer de tout faire ça qu'à un moment donné, il n'y a rien qui se passe. Puis c'est là que tu mets tout, t'en fais trop, tu te blesses. L'intervention devrait te bénéficier, puis elle ne te bénéficie pas à cause que les paramètres ont mal été contrôlés. C'est pas de ta faute, pas en tout. Ou c'est peut-être de ta faute parce que tu ne le savais pas, whatever. Là. Mais tu sais, le point, c'est genre, il y a de quoi là-dedans que ça, j'ai vraiment, vraiment aimé ton point. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. L'entraînement pour une personne en situation d'obésité, là, moi, je comparais ça à une préparation pour les CrossFit Games. Tu as tellement de choses. Il va y avoir du sled, il va y avoir des mouvements d'haltérophilie, il va y avoir des mouvements de gymnastique, il va y avoir de la nage, il va y avoir de la course. Oh mon Dieu, il faut que je me prépare pour tout ça. La personne en situation d'obésité, c'est un peu la même chose. Là, il faut qu'il augmente sa VO2, il faut qu'il prépare le système musculo-squelettique, il faut qu'il rentabilise sa masse musculaire, il faut qu'il gère sa bouffe, il faut qu'il gère son sommeil, il faut qu'il. Ça fait plein d'aspects. Puis tout ça, notre bulle de ressources là, est finie. Là. Il y a des limites à ça. Fait que plus tu en distribues à différents endroits, moins il t'en reste pour chaque endroit. C'est ça là, la difficulté. Si tu as 100 points à allouer dans ta journée à des affaires, si tu en mets 75 sur l'entraînement, il t'en reste 25 pour tout le reste. 100%. Fait que, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien planifier. C'est pas une prise en charge là, de débutant. Un débutant, il va faire à peu près n'importe quoi, il va progresser. Puis assure-toi qu'il n'en fasse pas trop, il va progresser. T'en as pour 2 mois sur le cruise control qu'il fasse n'importe quoi. T'sais? La personne obèse, c'est pas ça. Mais tu sais, c'est pas ça, puis c'est ça. Dans le sens qu'avec tout type d'intervention, puis ça change tout à partir du moment que tu l'attaques de même. Tu veux pas que ton monde se blesse. Si ton monde, puis en endurance, OK? En endurance, le monde sont tellement basés sur plein de termes puis de concepts qu'ils ne comprennent pas, que Training Peaks leur donne, à essayer d'augmenter des paramètres que, dans le fond, on n'a rien à chier de ces paramètres-là, qui oublient de considérer la chose la plus importante. Vas-tu arriver top shape à ton événement? Si tu arrives top shape à ton événement, pas mal sûr que tu vas le faire ton marathon. Pas mal sûr que tu vas le faire ton marathon. Puis quand tu l'attaques vraiment, vraiment de même, en minimisation des risques tout le temps, puis tu t'organises juste pour les athlètes pas blessés, ça change tout. Puis c'est la même affaire avec n'importe qui. Ton débutant, tu vas lui faire n'importe quoi comme exercice. Faut pas qu'il se blesse. Puis s'il fait n'importe quoi comme petit exercice, on s'entend, je pense. Quand tu as des débutants, essentiellement, ce que tu veux, c'est leur apprendre à lifter comme du monde. Si tu es capable de leur apprendre à lifter comme du monde, le reste, on s'en fout. Plus de ci, moins de ça, t'es comme. La prise de masse musculaire va probablement être plus comparable, plus comparable que différente anyway. Fait, les paramètres sont probablement pas si importants que ça, vraiment dans le spécifique, mais tu veux que ton monde livre comme du monde. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis l'autre affaire, même en termes de situation d'obésité, c'est genre, faut pas qu'ils se blessent. Puis le risque de blessure, je considère, je ne sais pas si la littérature est d'accord avec ça, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais je considère que quand tu as quelqu'un qui est en situation d'obésité, qui se met à l'entraînement ou à l'activité physique, le risque est plus élevé de se blesser. Puis c'est plate parce que c'est à eux que ça bénéficierait potentiellement le plus. T'sais. Puis c'est important de se mettre dans leur place. Puis c'est un peu ça le bout. Puis c'est peut-être moi qui
qui projette mon enfance puis mon adolescence là-dedans. Mais pour vrai, moi, j'ai la bénédiction d'être quelqu'un de fucking intense dans la vie. Puis dans bien des affaires, c'est un problème. Dans bien des trucs, c'est un problème. Mais quand je me suis mis en force, quand je me suis mis à m'entraîner puis à tomber, je suis tombé à 100% là-dedans, puis ça fait que j'ai resté collé. Mais j'ai jamais lâché, puis j'ai été blessé beaucoup au début, justement, pour cette raison-là, à cause que, j'étais cave, puis j'écoutais personne. Mais le point reste que c'est pas le best dans une remise en forme. T'sais. Puis quand tu as quelqu'un que la motivation est plus chambranlante, j'ai appris un terme aujourd'hui, ça me fait mourir de rire, j'adore vraiment. J'ai une cliente qui appelle ça une fracture de la motivation. Puis je trouve ça vraiment drôle comme terme, puis je l'aime bien. Quand tu as des clients qui se remettent en forme, puis la motivation est plus chambranlante, which is fine. C'est fucking difficile au début, pour vrai. Puis ça, c'est important de le voir. C'est genre, quand tu as quelqu'un qui essaye, là, puis que tu es comme la fille au gym qui rentre, qui est en situation d'obésité, elle sait pas trop ce qu'elle fait, elle n'est pas bien d'être là. C'est vraiment dur physiquement, mentalement, psychologiquement pour elle d'être là. Fait que voulez-vous bien, il calisse ses patience sur le fait qu'elle ne fait pas son exercice comme du monde. T'es comme, tu sais, juste qu'elle se blesse pas, là. C'est pas grave si ses leviers sont pas optimisés sur son squat, là. Genre, c'est pas très grave, là. Mais, tu sais, anyway, ça pour dire. Puis c'est la même affaire avec les résolutions. T'es comme, OK, le monde, ça va venir, ils vont prendre toutes les machines, puis tout, mais il y en a peut-être un qui va rester là-dessus, puis si t'es une merde avec, peut-être qu'il ne restera pas, tu sais. Mais bon, anyway. Les 2 mois d'entraînement qu'ils auront fait, ça sera bénéfique pour ça. C'est toujours bien 2 mois. C'est ça. Puis anyway, ça, c'est une autre conversation. Travailler 2 mois par année, c'est tout bien mieux qu'être 12 mois par année sur l'assistance sociale. Ah ouais. Puis tu sais, parce que c'est vraiment une autre conversation. Ça amène probablement aussi à un autre point qui jamais sous-estimer l'importance ou l'impact d'un sourire. Mais vas-y, continue. Moi, je suis positif, contrairement à toi. Écoute, c'est important. Puis, mais c'est vrai, il y a tellement des films qui sont froids. Là. En tout cas, bref, vas-y, continue, ça par rapport à ce que j'avais dit. Pour l'aspect des blessures, là, souvent aussi, on a tendance à penser que les personnes obèses vont se blesser parce qu'ils ne sont pas en forme, ils ne sont pas bonnes, etc. C'est pas pour ça. C'est parce que la surcharge de travail qu'on leur demande est trop importante. C'est ça qui cause la blessure. C'est pas tant le déconditionnement, c'est juste que si tu as à faire un squat avec la barre de 45 livres, puis tu pèses 300 livres, ben, tu vas déplacer, grosso modo, 345 livres. Là. Un petit peu moins, mais on s'entend. Un bon squat, un descend squat, on s'entend, c'est un bon squat. C'est ça. Fait que, le pic qui pèse 150 livres, qui met 90 livres, il ne fait pas ça. Ça fait un an qu'il s'entraîne. Il sera physiquement pas capable de rentrer dans un gym, de mettre une plate par côté. Là. C'est pas ça qui va arriver, genre, là, tu sais. Mais eux sont dans une situation où est-ce qu'ils sont capables de le faire. Fait que ce point-là est quand même vraiment, vraiment intéressant. Moi, je trouve que ça amène un certain aspect positif aux blessures. C'est pas parce que t'es poche, c'est parce que la demande est très importante. C'est ça qu'il faut gérer. Si on t'en demande moins, c'est parce que ce que tu fais minimalement, c'est déjà beaucoup pour quelqu'un de poids moindre. Fait que, ça aussi. Ça change le référent. Ça change 100% le référent. C'est bon ce que tu amènes. C'est pas parce que t'es poche. Puis, si on revient à ce qu'on disait au début, quelqu'un qui est hypothéqué là, dans sa pratique d'activité physique parce qu'il s'était fait dire qu'il était poche, ben là, c'est pas parce que t'es poche que tu te blesses, c'est parce que t'es bon. Puis le challenge, c'est pour t'amener meilleur, il faut t'amener à en faire plus, puis c'est là que c'est tough. Fait que, ça se rapproche plus d'entraîner Usain Bolt pour qu'il batte son record du monde que d'entraîner le kid qui veut gagner de la masse musculaire et avoir du fun au gym. C'est beaucoup plus complexe. Entraîner une personne en situation d'obésité, là, parce que c'est ça, c'est super difficile de bien paramétrer la surcharge, de bien paramétrer la récupération. C'est facile de trop en faire. Fait que, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'entraînement chez la personne obèse. Même moi, j'aurais tendance à dire minimiser la quantité d'entraînement. 1-2 séances par semaine. Surtout si tu mises sur une augmentation de l'activité physique en dehors du gym, c'est déjà quelque chose. 100%. Puis, tu sais, là, tu vas te battre contre la personne aussi là-dedans, parce que la personne, quand elle veut donner une go. Puis, il y a probablement de quoi de logique que tu pourrais argumenter comme dans l'art du coaching, peut-être plus que dans la science, de quand le monde sont motivés, tu devrais tout le temps rouler avec leur motivation, même si c'est pas soutenable. C'est peut-être moi juste mon take, mais tu sais, t'es mieux d'avoir quelqu'un, de donner une grosse go, qui se mette beaucoup dedans, puis de le rattraper après en ralentissant son pace parce que tu sais que c'est pas évitable, que c'est inévitable que ça va ralentir, mais de profiter de son élan de motivation pour qu'il y ait plus de résultats au début parce que c'est plus accrochant. Mais tu te ramasses à te battre contre ça un peu, je pense aussi, puis qu'il faut pas que tu fasses ça. Hey Maxime, tu as combien de temps, toi, là? Parce que je sais que tu avais de quoi tantôt, là? Il nous reste combien de temps? C'est encore correct.
OK, parfait. Une chose que j'aimerais ça qu'on fasse, parce qu'on fasse. On a parlé beaucoup des concepts, on a parlé beaucoup d'être positif, les joies de la vie et ces affaires-là. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de parler un petit peu plus de la logistique à cette heure. De comment est-ce Ouais. qu'on mieux quantifie. Comment est-ce qu'on quantifie mieux quantifie? Comment est-ce qu'on quantifie mieux cette surcharge-là d'entraînement pour des paramètres? Fait que plus des trucs concrets, mettons, de comment attaquer ça, l'entraînement. T'es-tu down avec ça? Pas en tout. Bon, ben parfait. Je vais le faire tout seul d'abord, ça ne me dérange pas. J'ai ma liste, moi j'ai mes points, moi je suis ready to rumble. Non. Mais Mais tu sais, c'est pas avoir peur d'évaluer. Parce que c'est à partir de ça que tu vas pouvoir faire paramétrer à la base. comme quoi? Comme quoi? Par exemple, tu te dis, c'est une personne obèse, je n'irai pas tester sa VO2. Écoute, un test de Rockport, de UKK, qui sont des tests de marche, où est-ce que tu as juste besoin de prendre les fréquences cardiaques, la personne elle doit marcher le plus rapidement possible une distance fixe. C'est intéressant d'avoir ça. C'est que la valeur de VO2 soit plus ou moins valide, ce n'est pas réellement important. On veut pouvoir le répéter pour voir si ça progresse. 100%, oui. Fait que, c'est à partir de ça. Si tu as quelqu'un que ça donne une VO2 qui est très basse, ça donne un 20, là, ben, tu sais qu'il OK, même si c'est la validité est Même si so-so. 18 puis 30, c'est trop bas. Exact. Genre, même si ça prédit du double, tu as une marge d'erreur du double la valeur. Là, c'est trop bas pareil. Ouais. Tu peux déterminer ensuite de ça, OK, ça représente quoi en litres par minute? Chez les millilitres, écoute, tu multiplies par le poids, divises par 1000, boum, tu as les litres par minute. Compare à des athlètes. De dire, OK, ben son moteur, il est Colin, moi, mon meilleur coureur, il a 4,5 litres de moteur. Ma petite madame, elle a un 4,1. Calvaire, OK. Ça remet les choses en perspective. 100%. Fait que l'évaluation va être super importante, pas pour stigmatiser, pas pour classer de façon normative, mais juste pour voir à partir de quoi on travaille, comment on va le travailler, puis est-ce que ça progresse. La force musculaire, la composition corporelle, ça peut aussi être des éléments intéressants. Si tu dis, ouais, mais je n'ai pas de protocole ou je ne suis pas à l'aise d'évaluer une personne qui est obèse, ou la personne obèse n'est pas à l'aise de faire évaluer sa composition corporelle, mais à la limite, tu peux utiliser des normes maison pour avoir une idée de la force. Circonférence de la cuisse que tu te sers. Fait que tu divises la charge déplacée sur le leg press par la circonférence de la cuisse. Ça peut te donner un indicateur quand même assez intéressant de la force relative de cette personne-là. Qu'est-ce que ça a de l'air? Puis est-ce que cette valeur-là s'en va en augmentant ou en diminuant? Encore là, c'est l'idée du test-retest. Ça, c'est vraiment bon. C'est exactement ça. Puis tu parles d'entraînement de gens qui ont des qualités développées à des extrêmes. Ils ont de l'hypertrophie comme ça n'a pas de bon sens. Ils ont un patron de force qui est particulier. Ils sont très forts sur une courte étendue de charge. Ça diminue des fois, tu augmentes un petit peu plus, puis là, oups, ça drop beaucoup. Ils sont peut-être pas super endurants. Il y a plein de facteurs à regarder. Puis ensuite de ça, c'est au quotidien de voir est-ce que ça progresse. Moi, je dirais avec une quantité minimale d'entraînement. Je parlais d'une fois, 2 fois semaine d'entraînement, mettons, en salle. Où est-ce qu'on veut essayer que ça augmente à peu près aux 2 semaines? C'est une progression, là, périodisation par palier. Fait que tu as 2 microcycles qui sont pareils, 2 semaines qui sont pareilles. Après ça, on essaie de progresser pour les 2 autres semaines. Ça donne le temps aux adaptations de se placer, ça donne le temps de voir si on récupère ou on ne récupère pas de cette surcharge-là. Et j'irais planifier, au lieu de dire je vais planifier 3 séances, 4 séances, 5 séances d'entraînement parce que la personne est super motivée, on veut planifier des activités dites de conversion. On veut que la condition physique nous permette de faire plus d'activités physiques. C'est un peu comme le joueur de hockey, tu l'entraînes dans le gym sur le squat pour que son coup de patin soit plus puissant, pas pour qu'il soit meilleur sur le squat. C'est le but, la finalité, c'est meilleur coup de patin. C'est ça qu'on veut. Fait que c'est exactement la même chose avec la personne obèse, c'est qu'on veut que sa condition physique lui permette de faire des activités qui vont augmenter son activité physique sur 24 heures. Mais ça, tu ne peux pas attendre à la fin. C'est comme si le joueur de hockey, là, tu l'entraînes 6 mois sur le squat puis tu ne le fais pas patiner. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas patiné, il saute sur la glace, il squatte 2 fois plus.
watch bien ça, son coup de patin, je pense pas qu'il va aller bien plus vite. Non, non, c'est sûr que non. Puis ça change tout à partir du moment que tu l'attaques de même, je pense. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis c'est probablement une erreur même avec l'entraînement des athlètes. Le monde sont comme, tu sais, j'en ai qui sont professionnels, là. Tu sais, genre dans des sports, là. Pas des super athlètes, là. C'est pas en gym, mettons. En gym, tu sais, Ouais. dans leur sport, ils sont littéralement sa plus haute marche, là. Tu sais, fait qu'il y a rien en haut, là. C'est du professionnel, là. Tu sais, puis tu les amènes dans un gym, puis il y aurait l'air de monsieur, madame, tout le monde, là, genre, qui sont pas. C'est des sports plus techniques, là, je te dirais, là. Fait que, tu sais, mettons, c'est du frisbee, puis des affaires de même, là, mettons. Fait que, tu sais, c'est pas genre du football où est-ce que là, c'était massif, tu as un réel avantage, on s'entend, là. Ouais. Mais tu sais, il y a une différence entre être avancé dans un gym puis être avancé dans un sport. Ça, je pense que c'est vraiment Ouais. important. Puis l'idée de l'amener, mettons, en conversion, c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est mon premier point, moi, je te dirais. C'est genre, puis c'est peut-être moi qui ai un problème avec ça, puis pour le ramener, mais c'est comme, priorise, arrête d'essayer de tout faire en même temps, genre. Puis limite, moi j'argumenterais point contraire à toi, juste pour t'ostiner parce que je suis un humain désagréable. Moi j'argumenterais que tu pourrais probablement monter l'activité physique totale comme première intervention, si la personne est motivée par ça puis ça y parle, si tu contrôles bien tes autres paramètres d'entraînement sans nécessairement passer par le VO2. Je pense pas que c'est optimal. Je pense sincèrement que tu devrais probablement plus monter ton VO2 comme d'abord, mais tu sais, tu t'annonces avec un enjeu de motivation avec ça aussi, où est-ce que c'est plus rough, c'est plus de déplacements, c'est plus de tout que juste d'aller marcher plus, tu sais. Mais je pense que si tu priorises tes affaires comme du monde, ben, t'es comme, OK, dans cette phase-là, on fait ça. Là, on monte l'activité physique. Fait que ça, c'est pas grave, ça, c'est moins grave, ça, c'est moins grave. C'est ça notre marqueur. Un, ça fait que la personne a des cibles claires. Elle sait c'est quoi son ordre de priorité parce que tout le monde est capable de faire 5 affaires quand ça va bien. Mais si tu planifies juste pour que tu es capable de faire le plan quand tout va bien, ton plan, c'est de la merde parce que la vie ne sera pas parfaitement orientée Exact. et de même, tu sais. Fait que ça, moi, je pense que ça, c'est une différence quand même avec ce que tu as dit. As-tu quelque chose à dire là-dessus? Ben, Je sais pas si tu as des réponses. honnêtement, ça, c'est un peu l'œuf ou la poule. Là, Ouais, ouais, 100%. 100%, ouais. augmenter l'activité physique, OK. Moi, je te dirais, ben, ça dépend de sa VO2 est à combien. Quelqu'un qui a une VO2 à 18 millilitres, augmenter son activité, ça, aller marcher, Ouais, c'est quand même un haut pourcentage de sa capacité aérobie. Fait que ça va être dur 100%. d'augmenter de beaucoup. Parce que Ouais, l'intensité est déjà minimalement toujours élevée. Fait que ça va être tough. Si la personne a une VO2 plus élevée, après ça, ben écoute, c'est vraiment un call de voir ben, qu'est-ce que je pense qui va profiter le plus à la personne. Qu'est-ce qui va la ouais. faire progresser le plus. Puis là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas d'argument. Tu regardes, tu dis, ben, moi, je pense que c'est ça. Et tu aurais On la vue essaie puis on évalue. psychologique. Tu aurais l'argument psychologique que tu pourrais sortir de prendre la personne où est-ce qu'elle veut aller au début parce que là, elle se sent plus comprise dans l'intervention, puis écoutée, puis tout. Ça serait ça mon argument, mettons un peu. Mais tu sais, honnêtement, moi j'argumenterais que la première chose que tu devrais probablement viser à faire, c'est augmenter la VO2 parce que je pense que c'est ça qui va laisser tomber le plus de dominos, mettons. Mais mon point, c'est plus genre prendre la personne où est-ce qu'elle est. Puis il y a bien du Ouais. monde pour reprendre ton intro que c'est une des raisons pour laquelle ils sont dans cette situation-là, c'est qu'ils n'ont pas été pris où est-ce qu'ils sont. Soit parce que le monde ne le savent pas, soit à cause que le système scolaire pousse peut-être un petit peu plus dans cette définition. Puis là, l'objectif, c'est pas de remettre en question le système scolaire pour l'amour de Dieu, parce que je ne sais même pas comment est-ce qu'on fait pour encourager l'activité physique sans faire un protocole scolaire ou faire des affaires de même. Je pense pas que c'est On enlève les chaises dans les écoles. Ouais. Ouais, ça pourrait être pas pire. Ouais. En fait, fun fact, j'ai une cliente qui a monté une classe incroyable où est-ce qu'il y avait différentes chaises, différentes affaires, différents trucs. Puis elle a mis beaucoup de temps là-dedans à faire une ambiance de classe qui était phénoménale. Comme elle travaillait là-dessus ce soir, pas payé, toute la patate. Là. Puis sa remplaçante, après, elle a tout scrappé ça, puis elle a remis des chaises quand elle avait mis des tables debout, puis des affaires de même. Fait que ça, c'est quand même drôle comme histoire. C'est un Mais classique. ouais, elle était tellement insultée. Là. Elle était tellement pas contente. Elle me contait ça. Mais, Je vais juste surfer là-dessus 2 secondes. Là, ouais. au primaire, une enseignante qui dit moi, je veux changer ça. J'aimerais ça. On va soit être assis sur des matelas, soit debout quand on va travailler, etc. Je vais gérer ma classe comme ça. Parfait. J'aimerais ça qu'on sortir les pupitres et les chaises. Fait que la réponse, ça a été ouais, on n'a pas de place où les mettre. Là, tu vois, mais la santé des enfants, tout le kit, versus l'entreposage, c'est comme mettez-les à la commission scolaire, je ne sais pas, tu sais, le chipez-les, quelque chose. Non, on ne peut pas faire ça parce que si on en a besoin après, il faut pouvoir faire une fait Il y a des OK, enjeux ben pratiques, ouais. laisse-les assis, puis augmente leur sédentarité, c'est pas grave parce que c'est dur à entreposer 16 chaises et 16 pupitres. Ouais, c'est Fin de la poche. parenthèse. Mais c'est vrai, c'est intéressant ça. Puis il y a probablement de quoi aussi que tu as sorti les prédicteurs tantôt où est-ce que tu as dit comment que la personne se sent confiante dans son activité physique. C'est une des choses qui va déterminer le plus si elle en fait après, mettons, ben, comment ça a été ton enfance via les sports aussi, genre? As-tu
eu des parents qui t'ont montré à être actif, des affaires de même, parce qu'il y a bien du monde qui partent avec pas les capacités physiques et pas l'éducation non plus. Mais ça, c'est une autre conversation, je te dirais. Peut-être un autre point que je pense qui est important aussi là-dedans, c'est que le monde ne considère pas peut-être plus l'aspect alimentaire, ou est-ce que, tu sais, on a des règles fixes dans le monde de l'entraînement, puis je serais curieux de voir ce que toi t'en penses là-dedans, mais règle générale, moi, j'essaie de pas faire des déficits alimentaires plus grands que 10 à 15%. Tout le temps quand je fais des déficits dans des affaires de même. Puis, quand tu as quelqu'un qui son maintien, c'est 4000 calories par jour, pas si grave que ça s'il tombe à 3 d'une shot. Là, il va quand même manger 3000 calories. La plupart des besoins alimentaires vont être comblés, puis c'est pas tant stressant, mettons. Fait que ça, c'est quand même une différence, entre autres, avec le gramme de protéines. Je pense que l'intervention pourrait pas être la même nécessairement niveau alimentaire. Ah ouais, puis moi, je te dirais, moi, je simplifie encore plus l'intervention nutritionnelle. C'est plus de dire, mange pas plus. Moi, c'est à peu près ça. Si le poids est stable, t'aimes ça, ce que tu manges, là, ça va bien, ton poids est stable, parfait. On va juste essayer de s'assurer que tu sois conscient que ça représente quoi comme quantité, parce que là, ton appétit va augmenter. Ouais. Fait qu'on aimerait juste ça garder à peu près à la même quantité de bouffe que tu aimes, là, que ça va, puis augmenter ton activité physique, créer le déficit comme ça, en étant conscient que ton appétit, là, si tu écoutes ta faim, tu vas manger plus, puis fort probable, tu ne perdras pas de poids. Fait que moi, j'y vais plus simple, vraiment, là, pas me casser la tête à couper du tout, là, parce que. Là, je vais peut-être me faire. Vas-y, excuse. Non, mais aussi parce que si tu coupes, ben, tu réduis la récupération. Ouais. C'est un déficit énergétique, c'est des calories qui ne peuvent pas être allouées à la récup. Ben ouais. Après ça, le monde se demande pourquoi dans un marathon, ils ne perdent pas de poids, voire ils en perdent. Puis ça, c'est drôle. T'as bien du monde qui franchissent la ligne de marathon, qui ne sont pas satisfaits d'avoir fait un marathon parce qu'ils s'imaginaient que quand ils allaient faire un marathon, ils allaient perdre du poids puis enfin avoir une shape, une affaire de même. Il y a deux affaires avec ça. Si t'as pas de muscle avant de perdre, si t'as pas de pic avant de perdre du gras, t'en trouveras pas après. C'est ça. Ça, c'est quand même important, la première affaire. Puis la deuxième affaire, c'est genre, tu sais, c'est pas le temps. Tu fais un marathon, maudite merde, priorise ta récupération. C'est ça, si t'es en déficit énergétique, par définition, tu as moins d'énergie qui rentre que ce qui sort. Par définition. OK? C'est ça, un déficit énergétique, qui est la manière de perdre du poids. Tu sais. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Je pense, l'autre affaire aussi que je serais curieux de t'entendre là-dessus, c'est sur de considérer vraiment la mise en charge. Je pense que il y a beaucoup de monde, ou c'est peut-être moi qui attire le monde qui veut le courir aussi, peut-être, ça serait quand même possible, là. Mais tu sais, genre, il y a beaucoup de monde qui veut se remettre en forme par la course à pied. Je pense que c'est plus accessible. Ben, en fait, je ne sais pas à quel point c'est j'attire. Je pense que c'est accessible, puis dans l'inconscient collectif, quand tu parles de remise en forme, le monde font course à pied. Tu sais, dans les affaires de même. Je pense que quand tu as des gens qui ont des poids vraiment importants, de ne pas comprendre à quel point, si tu fais majoritairement ton cardio à la course, le risque de blessure est tout de fucking roof. Parce que, comme Maxime, tu l'as dit tantôt, juste à la marche, quand tu es dans l'escalier, tu as 2 fois ton poids corporel. Fait que la course est une succession de sauts. Là. Tu vois ça comme tu veux. Là. Fait que si tu pèses 350 livres à chaque fois que tu fais un pas de course, puis tu vas en faire pas mal dans une course, tu vas faire beaucoup de sauts, tu vas avoir beaucoup de mise en charge. Fait que je pense que tu peux courir. Bon, tu devrais courir, c'est quelque chose qui t'intéresse, mais il faut vraiment que tu considères ça, puis peut-être faire le développement de la capacité aérobie sur des trucs où est-ce que l'impact est plus minimisé, genre vélo, elliptique, ça fait de même. Ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise quand même beaucoup, de tracher le monde sur des bikes, genre vraiment, ou des elliptiques ou de quoi au gym. Vraiment, là, tu es comme là, VO2 max. Là, je veux sur ta montre que ça monte dans le rouge. Là. C'est ça que je veux. Là. Puis quand tu cours, tu gardes ça le plus soft possible, puis le plus doux possible, puis focus sur leur technique, puis les affaires un peu, genre. C'est ça, c'est planifier, prévoir, anticiper la surcharge. Moi, j'aime bien quand on diversifie les activités. J'aime bien aussi quand on profite du poids du corps parce qu'on va avoir besoin d'en faire moins longtemps pour avoir un effort considérable. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Fait que, moi, de la course, ben, pas nécessairement besoin justement d'en faire une demi-heure pour avoir les bénéfices qui sont associés parce que tu as une charge importante à traîner. Puis de diversifier, moi, je trouve ça bien important que la personne soit en mesure de faire plein d'exercices / appareils cardio. Pour développer sa confiance dans sa capacité à faire des activités. Bon. Cet appareil-là me fait peur. Good, on va aller l'apprivoiser. Ah, finalement, c'était pas si pire, c'était tough, mais je sais comment ça fonctionne, je l'ai fait, etc. C'est important. Moi, j'ai pas tendance à démoniser c'est ça, des exercices. Plus ils en font, plus leur répertoire d'activités et d'exercices est grand. Moi, je trouve mieux c'est. Puis encore une fois, c'est juste quand tu es en surcharge, tu as besoin d'en faire moins. C'est le même principe que tu en muscu. Plus tu as pesant, moins tu vas faire de reps.
Ben, c'est un peu la même chose sur le cardio. Plus tu vas trimballer pesant, moins tu vas faire de pas, moins tu vas faire. C'est un peu ça. Je pense que c'est vraiment une meilleure façon de closer ça aussi parce que tu amènes avec le concept qui est le plus important, de vraiment quantifier, de vraiment comprendre que dans des situations d'obésité morbide, la surcharge est. Morbide, pas morbide, là, juste obésité. Là. La surcharge est considérablement plus importante, pas moins importante. Ça nécessite d'encadrer différents paramètres. Ça nécessite de vraiment faire attention à ça, de comprendre que le risque de blessure est réel. Ça amène différentes modifications aussi au niveau peut-être du choix d'activité, au niveau du choix de priorité. Moi, j'argumenterais que la priorisation est plus importante, pas moins importante. Un débutant, tant qu'il livre comme du monde, pour vrai, tu t'en fous un peu. Quelqu'un qui starte d'un peu plus loin, moi, je serais plus tête sur mes objectifs, mes affaires un peu là-dessus, dans mes méthodes et dans mes outils utilisés. Ce qui est quand même vraiment intéressant parce que généralement, on va les rentrer dans le débutant puis on va les laisser aller. Puis c'est le monde qui rentre au gym avec probablement pas tant la confiance de demander à un entraîneur ou de quoi, qui sont déjà pas super bien ou qui ont probablement un certain préjugé via les gens comme toi qui gagnent leur vie en lançant des ballons. Toi puis moi, en fait, qui gagnent leur vie en lançant des ballons. En kickant des ballons et en sifflant. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. C'est pas mal ça. Ben, en fait, toi, t'as pas fait de kin, right? Toi, t'es éducateur physique, officiellement. Je suis éducateur physique. Ouais, et fier de l'être. Ah ouais, c'est intéressant, ça. Ouais. Ouais, moi, je suis de la vieille vague, de la première vague de kinésiologie, je pense, où est-ce qu'on savait pas trop ce qu'on faisait comme profession. Fait que ça a donné plein de monde perdu comme moi, qui savent pas ce qu'ils font. Mais c'est vrai, au début, professeur de kid, quand ils ont levé ça, il y a personne qui savait ce que ça allait faire avec ça, puis comment ça évoluait. Bon, t'es comme, c'est pas de l'activité physique, c'est pas de l'éducateur physique, c'est pas de la physio, c'est quoi dans le fond, tu sais. Mais anyway, ça, c'est une autre conversation. Mais merci beaucoup pour vrai d'avoir été là, Maxime. Je pense qu'on a fait quand même une belle Toujours job un plaisir. de tout illustrer ça, puis de vraiment faire ça. Y a-tu quoi que tu veux qu'on ajoute là-dessus? Écoute, sois bon. Soit bon, c'est parfait. Puis pour vrai, considérer ça, je pense que l'objectif du podcast, c'est d'un des outils concrets, mais pour avoir déjà été dans cette situation-là, c'est vraiment dur pour vrai. Fait que si vous avez du monde dans votre famille qui veulent se prendre en main puis des affaires de même, considérez qu'ils vont réussir à l'avoir plus dur que vous autres, pas moins dur que vous autres. Ouais. Puis que C'est pas c'est parce que probablement. bon. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est quand même important pour eux de le faire aussi. Fait que ça, c'est peut-être une affaire qui vont changer des affaires là-dessus. Fait que ça ressemble à ça, Maxime. Merci beaucoup d'avoir été là. Si jamais vous avez aimé le podcast, vous pouvez trouver Maxime sur ses médias sociaux, Dr. Kin pas mal partout. Pas mal partout. Facebook, Instagram, drkin.com. C'est .com ton site? drkin.com, yeah. drkin.com. C'est ça. Moi, il va y avoir le lien pour les courriels, comme dans la description. Vous aimez le podcast, vous adorez email. Je mets beaucoup de temps dans les courriels, le lien dans la description pour vous inscrire. On se reparle très bientôt, tout le monde. Ciao, bye!